j'ai trouvé que la Chine avait vraiment ce que je recherchais, c'était l'immensité, la culture et le devenir. Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous convier sur ce plateau de Mandarin TV à notre émission Les Mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Pierre M, qui est à mes côtés et qui est un grand architecte qui a commis un certain nombre de très beaux bâtiments, de très beaux projets, et notamment en Chine. Donc Jean-Pierre, pourrais-tu déjà nous expliquer ce que tu as fait dans ce grand pays en termes d'architecture? Mais avant d'accéder à ce pays auquel je suis venu à un âge assez avancé, puisque c'était l'aventure que je me réservais pour faire quelque chose d'extraordinaire, j'ai découvert la Chine en 2005, en un premier voyage. Et j'ai commencé à y travailler à partir de 2009. Et c'était récent finalement. C'était en pleine explosion de la Chine, en pleine exposition universelle, en plein Jeux Olympiques. C'était quelque chose qui était vraiment à découvrir et j'ai été tenté par l'aventure. Oui, alors c'est un grand pays qui nous aime. C'est un grand pays, surtout que je quittais un autre grand pays sur lequel je suis toujours en train de travailler, qui sont les États-Unis, qui est donc un continent. Donc les États-Unis, où j'ai travaillé pendant plus de 28 ans, commençaient à se réduire au point de vue économique à cause de 2001 et des crises économiques qu'il y avait. Et j'ai décidé d'aller vers d'autres horizons, en passant par le Moyen-Orient et la Chine. Et j'ai découvert la Chine. Alors qu'est-ce qu'un architecte français peut apporter à l'architecture chinoise, ou tout au moins en Chine? Ben, en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est les Chinois qui m'ont demandé de venir. C'est pour ça que j'y suis allé. J'avais publié un livre, et ce livre-là est tombé dans les mains d'un promoteur qui m'a invité en Chine pour refaire l'American Club à Beijing. Et donc, après plusieurs voyages, plusieurs aventures, parce que c'est des aventures que de travailler en Chine, j'ai découvert cette ville magnifique qui est la ville de Beijing. Et puis, le temps a passé et j'ai été après invité par d'autres promoteurs à travailler à Shanghai. Alors, à Shanghai, j'ai vraiment trouvé presque une deuxième maison, puisque j'ai habité presque 10 ans en faisant des allers-retours sans arrêt avec les États-Unis et la France. Et j'ai trouvé que la Chine avait vraiment ce que je recherchais, c'était l'immensité, la culture et le devenir. Voilà. C'est formidable, c'est un très beau programme. Alors, mais l'architecture en Chine, c'est ancestral. Il y a quand même des bâtiments que tout le monde connaît. Qu'est-ce que quelqu'un de contemporain peut apporter à cette architecture et qui soit appréciée par les Chinois sur leur propre territoire? D'abord, comme je te disais, Pékin, c'est fascinant. Chaque fois que je vais à Pékin, je vais visiter un monument et je passe mon temps à aller de la cité interdite au temple du soleil, au temple des lamas. J'aime bien cette ambiance de culture et de grande culture chinoise. D'ailleurs, j'ai visité la Chine dans des contrées des fois très éloignées comme le Tibet, où j'adore voyager pour découvrir aussi cette histoire, ailleurs en Chine, et aussi la modernité. Et j'ai découvert des villes de 10 millions d'habitants que personne ne connaît sur la carte presque. Et quand je suis allé à Chongqing travailler pour un de mes clients, j'ai découvert une ville qui avait à l'époque 32 millions d'habitants, qui en a 36 millions maintenant. Et c'est très rare les gens qui connaissent Chongqing. Donc j'ai découvert cette immensité. J'étais presque à l'époque le seul Européen, d'ailleurs j'y suis retourné il y a 3-4 mois, et à l'aéroport j'étais le seul. Après le Covid, je me suis trouvé seul, Européen, dans un aéroport chinois. Ça fait quand même une impression un petit peu particulière. Mais avoir visité, avoir travaillé dans autant de villes pour un promoteur, c'était quand même une aventure. Et cette aventure, elle continue, parce que je continue à travailler maintenant pour ce promoteur qui fait des shopping centers énormes. Mais ce n'est pas des petits magasins, ce sont des shopping centers qui ont des volumes et des surfaces qui peuvent aller jusqu'à 250 000 m². 250 000 m², ce sont des vraies villes. Et il faut étudier la culture chinoise. Alors la culture chinoise, c'est quelque chose qui m'a passionné parce que
mon client m'a fait découvrir certaines choses en me disant il faut aller dans l'anti-vente, il ne faut pas vendre, il faut essayer d'attirer par des événements. Et les Chinois aiment se réunir, aiment manger, aiment se divertir et aussi aiment être en famille. Voilà, je crois que j'ai un peu résumé la nouvelle culture chinoise, la famille, la culture, la nourriture et aussi les modes de vie qui sont maintenant adaptés à cette occidentalisation qui est effrénée, puisque le paysage des villes en Chine, et surtout à Shanghai, a été dessiné par beaucoup d'architectes américains, européens, étrangers. Donc la ville de Shanghai est une ville qui mélange cette culture chinoise et cette culture aussi western, I will say. Oui, alors c'est ça le point qui m'intéresse beaucoup. C'est que tu as développé des expositions sur le thème que le voyage est un art, oui. Travel is an art, comme tu dis. Et donc quand on voyage, ton métier c'est un peu du street art, parce qu'on est dans la rue. Alors je ne parle pas des résidences privées cachées par des grands murs, mais des buildings, comme nous à Paris, on a quelques buildings qui se terminent ou qui sont récemment terminés et qui modifient énormément le paysage de notre ville ici à Paris, comme le nouveau palais de justice ou la tour Triangle qui se termine ou les deux tours donc à Bercy, etc., qui sont très étonnantes et gênantes ou surprenantes. Et donc ton travail, c'est quand même de parler à la multitude parce qu'on te voit de loin. Voilà, ce sont des nouvelles pyramides, on voit la tour Eiffel là tout à l'heure. Donc dans le voyage, comment tu arrives à mélanger justement cette architecture qui peut être la même qu'à Dubaï, ou la même qu'à Los Angeles, ou la même qu'à Paris, avec cette culture ancestrale, et est-ce que les Chinois le vivent bien, c'est-à-dire qu'on leur impose, ou est-ce qu'ils ont une demande de pouvoir se tourner, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une architecture chinoise ou une architecture internationale en Chine? Écoute, c'est magnifique comme question, parce que je vais te partir de l'archéologie. L'archéologie, c'est quand même la base de notre culture. C'est là que tous les symboles sont venus, que ce soit en Chine, en Égypte, au Mexique, ou en Grèce ou en Italie. L'archéologie nous donne les fondements de notre futur. C'est à partir de tous ces monuments. Tu parlais de tour triangle, on parle de pyramides. Tu parlais de, par exemple, à Pékin, l'œuf d'Andreu, l'opéra, c'est aussi un cocon. Donc, tout est lié par rapport au symbole. Et la Chine, c'est un symbole. C'est le symbole du Zhong, de cette espèce de carré barré, symétrique. Ça veut dire le milieu. Donc, à partir des symboles, la Chine a pu dessiner un environnement avec la cité interdite, avec d'autres éléments. Donc, le symbole fait partie de cette culture chinoise, en même temps que le feng shui. Donc, il n'est pas possible d'entrer en Chine sans avoir des bases, je pourrais dire, archéologiques. Des bases qui soient symboliques et qui puissent nous penser au devenir. Par exemple, quand on voit la tour Eiffel sur notre écran, elle est triangulée, elle est élancée, elle a un symbole. C'est devenu notre grande dame à Paris. Mmh. Donc, la Chine, c'est pareil. Et le paysage en Chine est dessiné souvent par des promoteurs qui sont isolés, mais qui ont quand même un ego. Ils veulent identifier. Et quand on veut identifier un bâtiment, on le différencie. Et quand on le différencie, on peut créer une harmonie aussi. Donc c'est pour ça que Shanghai, quand on voit toutes ces grandes tours et tout, on voit trois tours quand même qui sont magiques. On voit le Jinmao, on voit le World Financial Center, on voit une autre tour. Mais en fait, finalement, quand on entend les Chinois, ils disent c'est le papa, la maman et l'enfant. Voilà. Donc il y a toujours un rapport par rapport à la famille et toujours un rapport par rapport au symbole. Donc je crois que la Chine, surtout avec le feng shui, incontournable, puisque chaque fois que j'ai eu affaire à des clients, eh bien, j'avais la référence du Feng Shui Master, qui venait avant ou après. Je préférais qu'il vienne avant, parce qu'au moins, la discussion était un petit peu plus rapide. Quand il vient après, ce qui était le cas souvent, c'était après une négociation. Parce que ce n'est pas toujours ce qu'on pense, et c'est pas toujours aussi ce qui est adapté, il faut le dire. Alors, savoir qu'on est du feu, de la terre et de tous ces éléments, ça fait partie de la culture chinoise. Et c'est ça qui est identifiable. Par contre, tu parlais de traveling is an art et de l'art de voyager et de dessiner. J'aime dessiner. Et quand je dessine,
je dessine des choses contemporaines et des choses anciennes, mais encore une fois, cette archéologie, cette architecture chinoise avec les pagodes, avec les lamas au Tibet, avec les campagnes en Chine, des bâtiments colorés. Donc j'aime dessiner et c'est ce qui me donne une vision plus rapprochée de la vérité. C'est-à-dire après, quand j'ai assimilé par mon dessin, je peux créer plus facilement. Alors c'est assez fascinant de voir comme le dessin m'amène à faire une architecture très contemporaine. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il n'y a pas de futur sans fondement. Et quand je dessine, j'aime créer quelque chose de très ancien et aussi j'aime penser à la technologie. Et en Chine, je dois dire que c'est une découverte technologique fascinante. Quand je suis avec mes dessinateurs à Shanghai et que je dessine, non seulement ce sont des virtuoses du piano électronique sur les ordinateurs, ils ont une intelligence, comme ils sont jeunes, ils ont été élevés déjà avec ce qu'on appelle les tablettes et tout, donc ils arrivent à pianoter sur les ordinateurs plus qu'un virtuose. Et donc j'y ai trouvé une deuxième main. Et j'ai créé mon bureau de dessin et de seconde création à Shanghai avec des assistants qui sont encore mes assistants après 15 ans. Donc on s'est élevés ensemble, on a appris à se connaître et on peut travailler maintenant à distance. Pourquoi je dis à distance? Parce que le Covid a créé une scission. A créé une scission dans ma carrière, chez toi, chez tout le monde. Ce Covid-là a créé une autre dimension du travail. Et travailler côte à côte, c'est génial, mais travailler aussi avec un éloignement respectueux, c'est génial aussi, parce que si on a travaillé déjà avec une équipe, le fluide est là. Donc on peut travailler à distance. Donc je travaille maintenant, où que je sois, où que je puisse être, que je puisse être en Grèce, aux États-Unis, sur un bateau ou dans un hôtel, eh bien on peut travailler à distance, d'une manière en symbiose avec son équipe. Voilà. Formidable. Alors, reparlons du concept, parce que l'écriture chinoise est elle-même un dessin. Oui. La culture chinoise, le pinceau avec l'encre de Chine, on va s'exprimer sur des rouleaux de papier. Oui. Tout ça, c'est autre chose que ce qu'on connaît, nous, en Occident. Et est-ce que tu as pu phagocyter un petit peu tout ce savoir-faire? J'ai côtoyé des calligraphes, puisque la calligraphie, c'est extraordinaire. Prendre un pinceau, voir le plein et le délié, voir cette encre de Chine, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle l'encre de Chine, sur un papier de riz, l'étaler dessus, c'est une joie immense, parce que nous sommes des bébés par rapport à ces calligraphes qui te font des calligraphies extraordinaires. Et d'ailleurs, il y a des maîtres de calligraphie que j'ai côtoyés, et je dois dire aussi qu'au point de vue artistique, c'est une culture. Quand on va en Chine, mais combien de rouleaux j'ai pu recevoir de calligraphie en cadeau, des symboles, des citations, des tas de choses qui font que systématiquement, on accepte un cadeau qui n'est pas de notre culture et qu'on essaye de traduire. Alors, mon grand handicap, c'est la langue. Je ne parle pas le chinois, un des rares pays dans lesquels j'ai travaillé où je ne parle pas la langue, mais je suis très très bien secondé par des traducteurs, des fois des doubles traducteurs, parce qu'il faut faire attention aux traductions qui sont rapides. Des fois on parle beaucoup, puis c'est traduit très court. Donc le langage, c'est plutôt à un certain moment, c'est un body language. C'est un langage qui se passe face à face. J'ai travaillé en Chine pour de nombreuses institutions, et quand je travaille pour des grosses institutions, ça ne marche pas. C'est clair. J'ai toujours eu un rapport face à face avec mon client. Si je n'ai pas le décisionnaire, le patron de l'entreprise avec moi et avec un traducteur, je ne peux pas parler. Avec un intermédiaire, ça ne passe pas. Donc j'aime avoir le contact direct avec mes clients, ce qui me permet d'établir une homogénéité et aussi un contact direct. Et des fois, je m'adresse à lui par téléphone avec l'intermédiaire d'un traducteur, ce qui me permet d'avoir un rapport face-to-face. Ça, c'est très important. Mais quand il y a une administration
où ça passe d'une décision avec un autre, une décision gouvernementale, un appel d'offres et tout ça, je ne sais pas manier cette manière de travailler. Il me faut travailler sans appel d'offres, directement en contact, quitte à remanier un projet avec un client pour aboutir au résultat qu'il veut. Voilà. Donc alors comment ça se passe quand on est un architecte français qui ne parle pas le chinois, peut-être avec non seulement ses clients, mais aussi d'autres cabinets d'architectes, des professionnels locaux? Est-ce qu'il y a une symbiose, une collaboration, ou pas du tout? Et tu es un ovni qui arrive de l'Occident et qui dit, voilà, je propose un projet génial, et je vous le vends tel que. La plupart des projets sont déjà des projets qui ont été faits. Mais le client a besoin de quelque chose d'autre. Il veut une autre identification. Donc il me demande d'intervenir. Et je suis intervenu sur de nombreux projets où il y avait déjà une équipe, il y avait déjà un architecte local, incontournable, il y avait un bureau d'ingénierie local, et il y avait un bureau aussi gouvernemental qui s'occupe de tout ce qui est, loi, construction, administration et tout. Donc on a affaire à une machine. Des fois, ces machines sont énormes. Et j'arrive, comme tu disais, comme un ovni, en disant, voilà, mon client m'a demandé de vous aider sur le concept. Et c'est ce concept-là qui fait que je me suis identifié un petit peu pour certains clients et à certaines entreprises. Et je travaille en collaboration permanente avec les bureaux locaux et l'administration. Mais je ne suis pas responsable de l'exécution qui me dépasse, parce que je ne suis pas un ingénieur, mais je peux la contrôler, et aussi de tout ce qui est administratif au départ. Je viens déjà avec un programme. Parce que le chinois en général, le client chinois, dit « je veux faire ça ». Mais en fait, il nous dit de faire ça et il va nous demander de faire quelque chose. Mais ce quelque chose va lui servir pour faire un programme. Et si ça ne lui plaît pas, il te refait faire un autre programme. Donc j'insiste sur le fait d'avoir le briefing directement avec le client, face à face avec moi, ce qui me fait gagner un temps énorme et ce qui me permet de lui vendre ce que j'appelle l'image. Et c'est avec le concept de l'image que j'arrive à identifier mes projets. Alors, comme je suis un architecte conceptuel, je n'aime pas répéter ce que j'ai déjà fait. Un projet, c'est associé à une culture, à un climat et aussi à une géographie. Donc, partout où l'on construit, même si on a son propre style et sa propre force de design, il faut identifier tous ces éléments-là qui sont les éléments triangulaires. Parce que dans le triangle, il y a la force, il y a l'énergie, il y a les hauteurs, il y a tout ce qu'il faut et ça fait partie d'un symbole. Donc la culture, le climat et aussi tout ce qui est géographique, etc. Donc l'histoire. Alors le triangle me va très bien parce que c'est le signe du dialogue. Parce que quand on est tout seul, on est tout seul. Quand on est face à face, eh bien c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et quand on est à trois, on est obligé de composer. Exactement. Donc on dit en anglais one is enough, two is enough, and three is a crowd. Voilà, c'est ça très bien. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le symbole. Et je vois un de tes derniers livres, donc où c'est écrit symbole architecture design, c'est-à-dire que tu es plus un concepteur, tu travailles plus sur l'idée fondamentale que la réalisation. Tu ne fais pas des travaux publics, du BTP. Non, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais dessiner. Je ne sais pas ce que c'est. Un travaux public, un appel d'offres et tout ça. Je ne sais même pas remplir un appel d'offres. Par contre, je sais aller très très vite sur une idée. Voilà, et parlons de ça. Alors, ton métier, c'est de concevoir, et dans quelle mesure tu arrives à vendre, à expliquer ton concept à ton client chinois ou à l'administration chinoise, qui peut être de temps en temps un peu lourde, comme chez nous d'ailleurs. Bien sûr qu'elle est lourde. Et elle est aussi très rébarbative, parce que c'est sans arrêt des dialogues, parce qu'ils sont dans le dialogue, et ils arrivent à faire des choses. Alors, ce qu'il faut, c'est un petit peu une espèce de manipulation pour leur faire dire quelque chose que tu leur dis un peu à l'avance pour qu'ils puissent accepter un petit peu ton idée. Parce qu'on a toujours des idées, mais il faut toujours avoir... Parce que je pense que si on a 3 idées, on fait fausse route. Pourquoi? Parce qu'on crée le doute avec 3 idées. Si on a 2 idées, on crée aussi le doute. Donc il faut leur dire, il faut échapper les mauvaises idées pour leur dire, voilà, j'ai fait ma synthèse, c'est ce que je veux. D'ailleurs, quand il y a un concours, c'est très difficile de faire un concours. Parce que souvent, ils font appel à 3 architectes de talent, et puis après, c'est une personne qui va décider, je préfère lui que lui. Mais en fait, 3 architectes de talent vont donner 3 projets formidables, qui vont être aussi en débat avec un jury
qui va pouvoir débattre et tout ça. Donc c'est difficile d'identifier une personne. C'est pour ça qu'il vaut mieux perdre plus de temps, identifier son client et aller directement à travailler avec un client plutôt que de faire un concours. Parce qu'un concours, c'est aussi quelque chose qui endommage le résultat. Parce que quelqu'un peut perdre un concours et avoir fait un projet brillant. Donc il y a un peu une injustice dans le concours, je trouve. Alors je sais que parfois tu as présenté des concepts révolutionnaires. Par exemple, ton idée qui n'a pas été retenue pour Notre-Dame de Paris, où tu as fait un sublime projet. Moi j'ai vu ton projet, que je trouve vraiment formidable, qui n'a pas été retenu pour un certain nombre de raisons, notamment politiques, parce que l'art est toujours un peu politique. C'est pas qu'il n'a pas été retenu, c'est que personne ne m'a demandé de le faire. Ah d'accord. Il n'y a pas eu de concours, personne ne l'a fait. Le jour où Notre-Dame a brûlé, dans cette espèce d'événement tragique, tout le monde a eu un sentiment a été blessé, n'a pas compris ce qui s'est passé, on n'a pas compris comment Notre-Dame peut brûler. Et donc ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, et me dit, oui ça a brûlé, mais c'est le bois qui a brûlé. Et en fait c'est le bois qui a brûlé. Et je me suis dit, il va falloir le reconstruire. Et j'ai voulu utiliser un matériau qui est le titanium, qui est un matériau, un métal qui ne peut pas flamber. Parce que je me suis dit, finalement, elle a flambé au bout de 900 ans, et puis on n'a pas envie qu'elle reflambe. Donc pourquoi la reconstruire en bois, même si on veut lui donner la même forme? Donc je trouve que c'était... J'ai eu l'idée, et tout de suite, j'en ai débattu avec mon staff au bureau, et je me suis dit, on va proposer une idée. On va proposer une idée, pas pour l'imposer, mais pour simplement une réflexion. Une réflexion parce que c'est un monument tellement fort et symbolique que je me devais, en quelque sorte, si j'avais une idée, de réaliser cette idée et de la montrer. Alors je l'ai montrée, je l'ai publiée, je l'avais même envoyé au président Emmanuel Macron. J'avais préparé un dossier que j'avais déposé moi-même à l'Élysée. D'accord. Donc c'était amusant parce que j'ai fait une démarche tout à fait personnelle. On a travaillé 3 semaines sur un grand projet et donc ce projet a attiré peut-être son attention, qu'il l'a transmis à l'administration, mais c'était quelque chose une cause perdue d'avance. C'était préparer un concours, ça demande de nombreuses années, débat aussi, donc les délais de 5 ans et tout ce qui a été fait. Et la cathédrale, je l'ai visitée encore la semaine dernière, c'est absolument magnifique. L'œuvre qui a été faite, cette œuvre des artisans et cette œuvre magistrale qui a été faite est magique. Mais est-ce qu'elle n'aurait peut-être pas été différente si le toit était pérenne en métal, même en dessous de la structure d'ardoise? Oui. Voilà. Alors, j'ai appris qu'en fait, en Chine, on identifie assez peu, on ne veut pas starifier les artistes ou les architectes, on identifie plutôt le bâtiment. C'est-à-dire, est-ce que le rôle d'un artiste que tu es, également dans d'autres métiers, finalement, pas aussi important que nous en Occident où on est vraiment fondé sur la signature et sur le travail de la personne. Et est-ce que les Chinois n'ont pas du mal à identifier vraiment le créateur en disant on regarde l'objet lui-même, parce que quelque part dans cette culture l'homme se fond un peu dans la masse. Oui, mais tu sais, il y a des signatures d'architectes. Il y a des fois des bâtiments, on sait tout de suite de loin qui l'a fait. D'ailleurs, il y a des architectes, je vais les mentionner, comme Zaha Hadid, comme Frank Gehry, comme d'autres architectes très connus, Tadao Ando, on voit de loin le bâtiment, on voit de loin la signature. D'autres se font de plus. Et d'ailleurs, les Chinois aiment bien l'identification. Maintenant, avec le gouvernement, avec ces changements qu'il y a pu y avoir, avec le Covid, avec cette protection, avec cette espèce de protection, disons, politique dans le pays, l'identification par rapport à un bâtiment étranger est très difficile maintenant. Ils veulent plus s'identifier à la Chine. Et ce qui est formidable, parce que les architectes chinois, que je respecte beaucoup, deviennent de plus en plus créatifs. Au début, ils copiaient. Après, ils transformaient. Mais maintenant, ils créent. Et je trouve que c'est fascinant de voir le passage qu'il y a eu depuis 15 ans dans le paysage de l'architecture s'est identifié maintenant sur des très belles réalisations réalisées par des architectes chinois et jeunes. Alors, il faut faire attention à l'outil. L'ordinateur permet maintenant, avec l'intelligence artificielle, où je veux arriver à te parler de ça, permet de dire à chacun et à chacune je peux être un grand créateur. Alors on prend son AI, son intelligence artificielle, on fait son petit texte, et tout d'un coup on appuie sur le bouton, et 5 minutes après, on a une image. Mais
cette image, elle va être commune. Et on n'a pas envie que ce soit un paysage identifié à une intelligence artificielle. On veut que ce soit personnalisé. C'est pour ça que, de plus en plus, à mon avis, le crayon va redevenir quelque chose d'essentiel et de valeur. Alors, j'ai toujours voulu associer, et j'ai toujours dessiné, et je dessine sur du papier jaune parce que j'ai trouvé ce papier aux États-Unis et j'adore la fluidité du crayon dessus. Et je dessine avec mes clients. Et donc, quand je dessine avec eux, j'ai une sympathie qui vient voir, et je leur donne mes dessins. Et le cadeau est quelque chose aussi de culturel en Chine. Il n'y a pas un événement où on va en Chine, où on ne reçoit pas un cadeau, où on n'est pas invité à dîner, où on n'a pas une gentillesse. Parce qu'il y a cette gentillesse de la communauté et de l'amitié. Donc, il vous donne quelque chose. Donc, j'ai pris l'habitude, moi, de faire la même chose. J'ai même rencontré des clients qui m'ont dit « Mon rêve, c'est de faire ci, ça et ça et ça. » Et j'ai dessiné ma plus grande réalisation à Shanghai grâce au cadeau. J'ai été invité par un homme qui voulait faire à Shanghai un bâtiment qui avait une forme très intéressante, qui était allongé sur le Bund, où tout est vertical. Et ça s'appelait le Yacht Club. Il m'a dit, je veux faire un yacht club de rêve, je veux faire un yacht club qui va être comme ci, comme ça et comme ça. Donc je l'ai écouté, et il m'a dit, je vais faire un concours et tout. Donc j'ai fait la même démarche qu'avec Notre-Dame. Je suis rentré dans mon bureau, et j'ai dit, je vais lui faire un cadeau. Donc j'ai fait arrêter beaucoup de gens dans mon bureau, et on lui a dessiné 3 images très grandes, des grands panneaux de 1 mètre par 2 mètres de haut. Et 3 semaines après, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai un cadeau pour vous. Alors je suis allé avec 3 panneaux, on a pris un van parce que ça ne rentrait pas dans le taxi et on est arrivé avec des panneaux blancs sur le truc et je lui ai dit convoquer les gens responsables et on lui a enlevé les cadeaux et il avait son yacht club de rêve, on lui avait dessiné son yacht club de rêve. Et c'était une de mes plus grandes commandes à Shanghai, c'était parce que je lui ai offert quelque chose auquel il rêvait mais qu'il n'arrivait pas à identifier. Donc c'était assez amusant parce que ce cadeau a été revalorisé par la réalisation de ce projet et aussi de sa gentillesse. Voilà. Donc le vrai cadeau, c'est ton talent. Je ne sais pas si c'est mon talent, mais en tout cas, il faut toujours avoir... Les Chinois sont très vivants, ce ne sont pas des anglo-saxons. Même on ne comprend pas leur langue, quand je vais dans des réunions et que je ne parle pas le chinois, j'ai rien à faire d'autre ou de dessiner ou de regarder le visage de chacun. Donc j'arrive des fois avec l'anamorphie des visages, à savoir qui est le patron, qui est le décisionnaire, qui sera méchant avec moi et qui sera plus utile et tout. Donc il suffit d'étudier le panel des gens qui sont devant soi et d'arriver à avoir son propre interlocuteur. Donc il faut savoir aller vers les autres. Alors, est-ce que tout ça nous amène à une architecture chinoise d'aujourd'hui? Est-ce que la Chine va enfin peut-être pouvoir créer à son image et avec sa culture, sans forcément avoir des bâtiments qui sont un peu copiés d'autres pays arabes ou occidentaux? Il y a des tas de bâtiments en Chine qui ont été des succès énormes. Par exemple, le bâtiment qu'a fait Andreu, ce cocon, il est identifié au cocon. Le cocon, c'est quoi? C'est la soie. La soie, c'est la route de la soie, c'est le tissage de la soie. Donc il a vraiment identifié ça par rapport à une culture. Lorsque, pendant le bâtiment universel à Shanghai, il y avait ce magnifique bâtiment rouge qui partait en forme triangulaire vers le ciel, c'est un bâtiment d'un symbolisme chinois énorme. Donc les Chinois sont vraiment très au point pour établir leur propre symbole, plus que nous d'ailleurs. D'accord, formidable. Bon, donc c'est un prochain voyage qu'on doit faire en Chine pour aller voir cette architecture chinoise, l'architecture qui existe occidentale ou d'origine arabe, et qui font que ce sont des villes qui sont incroyables en Chine. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être vraiment ailleurs. Quand on voit les anciennes photos de la Chine d'il y a 50, 60 ans, 80 ans, on ne reconnaît plus du tout ce pays qui a complètement changé. Ah oui, mais le paysage a changé complètement. Et tu vas voir que d'ici 5 ans, il va changer encore plus. Parce que les constructions qui sont arrêtées actuellement font en sorte que les constructions qui s'arrêtent en ce moment sont défavorables par rapport à l'esprit économique actuellement qui est en crise. Parce que la crise de l'immobilier est énorme en Chine. Il y a eu une surconstruction énorme, il y a eu plusieurs faillites, et le paysage de la Chine, les grues se sont arrêtées. Ouais.
Par contre, quand j'étais à Shanghai, le dernier voyage que j'ai fait à Shanghai, les 2 voyages que j'ai fait à Shanghai, j'ai passé déjà 3 mois en 1 an, ce qui est beaucoup. Eh bien, la ville a changé parce qu'elle s'est sophistiquée par rapport à la construction. Dans un chaos qui était énorme en Chine, avec des grues, des pelleteuses, du bruit, de l'asphalte, des constructions, des arbres plantés comme des plantations de cheveux. C'était énorme. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté, donc ça a poussé, ça s'est devenu propre. La Chine est extrêmement propre. Shanghai est magnifiquement fleuri, paysagé. On ne voit pas tellement de grues. Les bâtiments ont pris leur statut et la ville a pris son caractère. Formidable. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre M de cette discussion à bâton rompu et je donne rendez-vous à nos spectateurs la semaine prochaine pour le prochain numéro des Mandarins de l'économie et de la culture. Merci beaucoup.